Je m'appelle Miguel, mais ce nom ne veut plus rien dire. Pendant 8 années de ma vie, j'ai servi comme sicario pour le cartel de Tijuana. J'ai vu des hommes supplier pour leur vie, j'ai entendu des cris étouffés dans des entrepôts sans fenêtres, j'ai senti l'odeur du sang coller à ma peau plus longtemps que n'importe quel parfum ou savon. J'ai tué. Oui, je l'avoue, mes mains sont sales de la mort d'hommes que je connaissais à peine, et d'autres que je connaissais trop bien. Mais si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher le pardon. C'est pour révéler une vérité que personne n'a jamais voulu entendre. On croit connaître l'histoire de Tijuana, cette ville frontière où les cartels transforment la misère en empire de poudre blanche. On croit savoir qui tirait les ficelles qui régnaient par la terreur. Dans les journaux, dans les rumeurs de rue, un seul nom circulait, El Teo. L'ogre, le monstre, celui qui faisait trembler les familles et remplissait les morgues. Tout le monde croyait qu'il était le patron. Moi aussi au début. Pendant des mois, j'ai pensé que mes ordres venaient de lui, que chaque livraison, chaque exécution portait sa marque. Mais la vérité est différente, plus sombre. El Teo n'était qu'un masque, un acteur sur la scène du sang. Le véritable chef, le cerveau derrière le rideau, était un fantôme. Un homme dont le visage n'apparaissait jamais sur les affiches se busqua de la DEA, un nom que personne n'osait prononcer à voix haute. On l'appelait Don Sébastien. C'est lui qui contrôlait chaque gramme de cocaïne qui franchissait la frontière, chaque balle tirée dans les rues de Tijuana, chaque goutte de sang versée dans les caniveaux. Invisible, insaisissable, il régnait avec une froideur implacable. Quand j'ai commencé à travailler pour le cartel, je n'étais qu'un gamin affamé. Pour moi, la frontière n'était pas une ligne sur une carte, c'était un mur de misère d'un côté et une promesse de fortune de l'autre. Les riches vivaient derrière leurs murs blancs protégés par des gardiens armés, tandis que ma mère usait ses mains pour 300 pesos par jour et que ma sœur vendait des chewing-gums dans la rue. Moi, je courais derrière les journaux trempés de pluie, en rêvant de chaussures neuves. Dans cet univers, la morale n'était pas une valeur, mais un luxe réservé à ceux qui n'avaient jamais eu faim. Alors quand le cartel m'a tendu la main, j'ai saisi l'occasion. Je croyais entrer dans un monde de respect et de pouvoir, mais en réalité, je pénétrais dans un labyrinthe de mensonges. Au début, j'ai suivi les ordres sans poser de questions, pensant qu'El Teo était celui qui décidait. Puis, un jour, j'ai vu l'ombre qui se cachait derrière la légende. Et à partir de ce moment, je n'ai plus jamais regardé la ville de la même façon. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que la vérité a un prix. Le mien fut payé dans le sang. Le vôtre peut-être sera payé dans l'écoute. Mais sachez une chose, ce que vous allez entendre n'est pas une histoire inventée pour effrayer les enfants. C'est la confession d'un homme qui a vu le vrai visage du pouvoir. Et ce visage, croyez-moi, reste toujours invisible. Je suis né dans un quartier où les maisons n'étaient pas construites mais assemblées. Des planches du carton, parfois des tôles rouillées, faisaient office de murs. Quand la pluie tombait, elle s'infiltrait partout. Quand le soleil frappait, la chaleur devenait insupportable. C'était la zona norte de Tijuana, un endroit où les enfants grandissaient plus vite que leur âge, parce que la faim ne laisse pas le temps à l'innocence. Ma mère s'appelait Rosa. Chaque matin, elle quittait la maison à l'aube, un seau d'eau à la main pour se laver rapidement ses mains déjà abîmées par les produits chimiques qu'elle utilisait pour nettoyer les maisons des riches. 300 pesos par jour. Voilà ce que valait son dos courbé, ses doigts crevassés, ses yeux fatigués. Et pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle portait notre survie à bout de bras comme une pénitente portant sa croix. Mon père lui avait disparu bien avant que j'aie conscience du monde. Certains disaient qu'il avait traversé vers San Diego pour chercher du travail. D'autres qu'il avait fini dans une fosse commune victime d'un règlement de compte. Ma mère n'en parlait jamais. Je n'ai connu que son absence, ce vide qui me brûlait quand je voyais les autres enfants marcher main dans la main avec leur père. Il me restait ma petite sœur Lupita. Elle avait 12 ans quand elle a quitté l'école.
Trop pauvre pour acheter des cahiers, trop pauvre pour porter un uniforme complet, elle a fini dans le centre-ville, vendant des chewing-gums au feu rouge. Je la voyais tendre la main vers les voitures, essuyer les insultes sourires, malgré la poussière. Elle méritait mieux, mais Tijuana ne donne jamais mieux à ceux qui naissent du mauvais côté de la frontière. Moi, je tentais de rapporter quelques pesos en vendant des journaux. Chaque matin, je me plantais au croisement de la 5e et de la Révolution, criant les gros titres à voix éraillée. Balacera en la zone à Rio Capturan, anarco menor. Ces mots sortaient de ma bouche sans que je les comprenne vraiment. La pluie trempait mes chaussures trouées, le vent arrachait mes feuilles, et les passants pressés m'ignoraient comme si j'étais invisible. Parfois, dans une bonne journée, je gagnais 100 pesos. La plupart du temps, c'était moitié moins. Je me souviens de la honte, plus encore que de la faim. La honte de voir ma mère rentrer avec les doigts brûlés par l'eau de Javel. La honte de regarder ma sœur tendre un paquet de chewing-gum à travers une vitre fermée. La honte de sentir que nous étions des fantômes dans notre propre ville. Mais la honte ne nourrit pas. Et la faim, elle hurle. À 18 ans, je n'étais qu'un gamin au visage creusé, les yeux cernés par le manque de sommeil. Mais déjà, j'avais compris que la justice n'existait pas, que l'école, la morale, la patience, toutes ces valeurs qu'on répète aux enfants, n'étaient que des contes pour ceux qui pouvaient se les permettre. Pour les autres, il ne restait que la débrouille de la rue et les occasions qu'on attrapait même quand elles sentaient de la poudre. Un soir, je suis rentré à la maison avec une poignée de pièces de monnaie trempées jusqu'aux os. Ma mère m'a regardé les larmes aux yeux et m'a serré dans ses bras. « Un jour, tu sortiras d'ici, » Miguel m'a-t-elle murmuré. Mais je savais qu'elle n'y croyait pas elle-même. Dans nos quartiers, les garçons sortaient rarement de la misère autrement que dans un cercueil ou dans un camion blindé. C'est dans ce décor que ma route a croisé celle qui allait tout changer. Pas une femme, pas un ami, mais un homme au sourire carnassier, le genre de sourire qui sent la poudre et les promesses. Cet homme s'appelait El Flaco Mendoza, et son regard de requin allait briser ce qui me restait d'innocence. Il pleuvait ce jour-là, les gouttes s'écrasaient sur le pavé comme des balles molles, et moi je vendais encore des journaux détrempés, criant des gros titres que personne n'écoutait. J'avais les doigts engourdis, les poches presque vides, et l'estomac qui se tordait. C'est alors qu'il est apparu comme sorti d'une autre réalité, El Flaco Mendoza. On l'appelait El Flaco parce qu'il était maigre comme une brindille. Mais ses yeux ne ressemblaient pas à ceux des hommes ordinaires. Ils avaient la fixité glaciale d'un requin toujours en mouvement, toujours à l'affût. Il s'est approché de moi, une cigarette pendue à ses lèvres, et ce sourire que je n'ai jamais oublié, un sourire de prédateur amusé par la fragilité de sa proie. « Combien tu gagnes par jour, chamaco ?» m'a-t-il demandé en secouant la pluie de sa veste. J'ai haussé les épaules, essayant de cacher ma gêne. 100 pesos, quand c'est une bonne journée. Il a ri, un rire sec sans chaleur, puis il a sorti un billet de 500 pesos froissé mais bien réel. Il l'a agité devant mon visage comme un magicien montrant un tour. Ça, tu peux l'avoir en 1 heure, pas demain, pas un jour, 1 heure. J'ai senti mes jambes trembler. C'était trop beau pour être vrai, et en même temps, c'était trop brutal pour être une blague. Je savais d'où venait cet argent. À Tijuana, on apprend très tôt à reconnaître l'odeur de l'argent propre et celle de l'argent taché de poudre. Mais la faim parle plus fort que la prudence. Et ce billet, c'était plus que ce que ma mère gagnait en 2 jours à frotter les soldes des riches. « Qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je demandé, la voix basse presque honteuse. Il a tiré une bouffée de sa cigarette, puis a soufflé la fumée en plein visage comme un baptême. Rien d'extraordinaire. Tu transportes un paquet d'un endroit à un autre, comme un livreur, mais mieux payé. Cette nuit-là, je suis rentré avec plus d'argent que nous n'en avions vu depuis des mois. Ma mère m'a demandé d'où ça venait. J'ai menti, j'ai inventé un travail dans une boutique. Elle m'a cru, ou plutôt, elle a voulu me croire. Quand elle a souri pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti ma culpabilité s'évaporer.
J'ai pensé si je peux la faire sourire, alors c'est la bonne décision. Les premiers jours furent simples. Le flacon me donnait une adresse, un paquet bien ficelé, un code à répéter, et je repartais avec quelques billets. Les paquets changeaient de main, les regards étaient froids, personne ne parlait. C'était comme un jeu où le silence était la règle principale. Et moi, j'étais invisible, un fantôme qui passait inaperçu. Le flacon avait d'autres gamins comme moi. El Pecas, avec ses taches de rousseur toujours en train de plaisanter. El Guerro, plus sérieux, plus méfiant. Et un petit nerveux qu'on appelait Raton, parce qu'il sautait au moindre bruit. Chaque matin, on se retrouvait tous dans une petite taqueria près du marché Hidalgo. L'odeur des tortillas grillées et des viandes épicées se mélangeait à la peur dans nos estomacs. Le flacon arrivait, nous distribuait les instructions et répétait toujours la même phrase. Vous ne savez rien, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Vous êtes des fantômes. Et nous hochions la tête sans poser de questions. Mais derrière cette façade de normalité, je sentais qu'autre chose se préparait. Le silence du flacon cachait plus qu'il ne révélait. Chaque regard, chaque mot retenu me rappelait que je n'étais plus un simple gamin des rues. J'avais mis le pied dans un univers où chaque choix coûtait du sang. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une seule erreur de curiosité allait briser l'illusion. Qu'un soir de novembre, les détonations d'armes automatiques allaient me montrer pour la première fois le visage de l'ombre qui dirigeait tout. Ce jour-là, j'allais croiser le fantôme en costume gris et plus rien ne serait jamais pareil. C'était une après-midi de novembre lourde et orageuse. Je livrais un paquet dans une maison de la Zona Rio, un quartier où les riches se protègent derrière des murs blancs et des caméras, quand le silence habituel de la rue fut brisé par une rafale sèche. Pas une détonation isolée, mais une fusillade. Les cuerneaux de chivaux crachaient leur métal, les vitres éclataient, les chiens hurlaient. Poussé par une curiosité que j'aurais dû étouffer, j'ai contourné la maison me cachant derrière un poteau. 3 camionnettes noires vitres teintées bloquaient la rue. De l'une d'elles descendit un homme qui ne ressemblait en rien à l'image qu'on se fait d'un narco. Pas de chaînes en or, pas de fusil à la main. Il portait un costume gris impeccable, des chaussures cirées, un attaché-casse de cuir. On aurait dit un banquier sorti d'une réunion. Mais tout dans la façon dont les autres baissaient la tête devant lui, respirait l'autorité. D'un simple geste de la main, il fit traîner 2 hommes hors d'une maison. Ils furent jetés dans une camionnette. Ils n'ont jamais reparu. Je tremblais. Ce n'était pas El Teo. Ce n'était pas un lieutenant que je connaissais. C'était autre chose, plus froid, plus haut placé. Cette image s'est gravée dans ma mémoire, l'élégance d'un fantôme vêtu de gris au milieu du chaos. Le soir même, j'ai posé la question à El Flaco. Je n'oublierai jamais son visage. Lui qui riait de tout, qui affichait toujours cette insolence d'homme de rue, a pâli comme s'il avait vu la mort en personne. Il m'a saisi par le bras, les doigts serrés, au point de me faire mal. « Où est-ce que tu as vu cet homme ?»« Dans la Zona Rio, pendant les tirs. » Il a baissé la voix, presque un murmure. « Écoute-moi bien, Miguel. Cet homme n'existe pas. Tu ne l'as jamais vu. Si quelqu'un te pose la question, tu ne sais rien. Compris. » J'ai hoché la tête, mais il était trop tard. Je l'avais vu. Et voir le fantôme, c'était entrer dans son monde. Quelques jours plus tard, le flacon m'a donné une consigne inhabituelle. « Demain soir, ne fais pas tes livraisons. On viendra te chercher. Habille-toi bien, ne pose pas de questions. » La voiture qui m'attendait n'était pas une épave de narcos, mais une Suburban noire, plaques officielles du gouvernement. Déjà là, j'aurais dû comprendre. Mais à 18 ans, on ne voit pas les signes, on ne comprend pas la profondeur de la corruption. On m'a conduit dans un quartier que je ne connaissais que de loin, Chapultepec. Des demeures discrètes, des jardins impeccables, des façades sobres.
Pas les palais criards des parrains de pacotille, mais les demeures de ceux qui savent que le vrai pouvoir aime l'ombre. Là, dans un bureau tapissé de bois sombre, j'ai vu pour la première fois celui qu'on appelait Don Sébastien. Cinquantaine élégantes cheveux gris peignés en arrière, pas de pistolet visible, pas de chaîne brillante. Rien d'un gangster, tout d'un professeur, mais dans ses yeux, il y avait une froideur qui me glaça le sang. « Assieds-toi, Miguel, » me dit-il. Il connaissait mon prénom sans que je le lui ai jamais donné. Il savait tout de moi. Il me parla d'une voix calme, presque douce, mais chaque mot sonnait comme une loi. Il m'expliqua qu'il existait deux types d'hommes, ceux qui obéissent sans réfléchir et ceux qui comprennent la stratégie derrière les ordres. Les premiers sont utiles, mais remplaçables. Les seconds rares et précieux. Puis il m'offrit de devenir plus qu'un simple livreur. Avant de partir, il me fixa longuement. « Il y a deux règles, Miguel. La première, tout ce que tu vois ici meurt ici. La deuxième, jamais sous aucune circonstance, tu ne prononces mon nom. Pour le reste du monde, je n'existe pas. » Ce soir-là, il me conduisit dans un sous-sol transformé en centre de commandement. Des cartes de la frontière recouvraient les murs des ordinateurs, bourdonnaient des hommes, planifiaient comme une armée en guerre. Ce n'était pas le chaos d'un cartel de rue. C'était une organisation militaire disciplinée, implacable. Et moi, le gamin qui vendait des journaux sous la pluie, je venais de franchir la porte d'un empire invisible. À partir de ce jour, je n'étais plus un simple coursier. Don Sébastien m'avait donné un rôle, être ses yeux et ses oreilles dans la rue. J'avais l'air d'un gamin anodin, sans tatouage, sans cicatrice, sans arme apparente. Justement, c'était mon avantage. Là où un soldat armé de Kalachnikov attirait les regards, moi je passais inaperçu. Ma première mission pour lui fut presque banale, en apparence entrer dans une cantina du centre boire quelques bières et écouter. Les agents fédéraux aimaient y noyer leur frustration après le travail. Je m'assis à une table feignant l'insouciance et tendis l'oreille. Très vite, deux policiers déjà ivres se mirent à parler trop fort. Ils discutaient d'un grand raid prévu pour la semaine suivante, mentionnant 3 maisons de la Colonia Libertad, 50 hommes mobilisés l'heure exacte de l'assaut. Ils pensaient être en terrain sûr, protégés par l'alcool et l'ombre des murs. Mais leurs mots, je les enfermais déjà dans ma mémoire. Quand je rapportais ces informations à Don Sébastien, il resta silencieux. Assis derrière son bureau, il prenait des notes dans un carnet de cuir noir. Puis il leva les yeux vers moi. « Bon travail, tu vas comprendre pourquoi l'information vaut plus que tout l'argent que tu as gagné en livrant des paquets. » Le jeudi matin, quand les fédéraux firent irruption dans les maisons, ils ne trouvèrent rien. Les lieux avaient été vidés la veille au soir. Sur un mur, une phrase écrite à la peinture rouge les attendait gracias pour avisa. Ate los de siempre. C'était un message de mépris, une signature. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 2 des agents qui avaient parlé trop librement à la cantina furent retrouvés morts, le lendemain exécutés, avec une précision chirurgicale, chez eux, dans leur propre lit. Quand je demandai à Don Sébastien pourquoi il avait fallu aller jusque-là, il me répondit d'une voix glaciale. « Parce que les fuites ne peuvent rester impunies. Si tu laisses parler les langues bientôt, tout le monde bavardera. » Et ça data. Ce fut ma première leçon véritable sur le pouvoir. Le contrôle ne vient pas seulement de l'information, il vient de la peur de la perdre, de la peur de parler. Dès lors, mes missions changèrent de nature. Je n'étais plus seulement un observateur. Je devais organiser de petites opérations, coordonner des livraisons, m'assurer que les ordres descendaient correctement dans la hiérarchie. Don Sébastien me formait à sa manière froide analytique. Il me montrait comment lire dans les visages, détecter un mensonge, calculer les risques. Mais la mission qui marqua un tournant, ce fut celle de la trahison. Un de nos hommes, surnommé El Chino, avait vendu des informations aux Sinaloenses.
Une embuscade coûta la vie à 5 de nos camarades, dont El Pecas, l'ami, avec qui j'avais commencé. La colère de Don Sebastian fut silencieuse, mais je savais ce que signifiait ce silence, une vengeance inévitable. Quand nous retrouvâmes El Chino, il fut emmené dans un entrepôt discret. L'interrogatoire dura 6 heures. J'assistais incapable de détourner le regard. Chaque aveu arraché révélait de nouveaux traîtres, de nouvelles failles. Et à la fin, Don Sébastien me tendit son arme. « Fais-le », dit-il simplement. Je compris alors que mon initiation n'était pas encore complète. Jusqu'ici, je n'avais observé, écouté, transmis. Mais pour entrer vraiment dans le cercle, il fallait franchir la dernière frontière, donner la mort de mes propres mains. J'ai hésité, mon cœur battant, à rompre ma poitrine. Mais je repensais à Pecas, à ses blagues idiotes, à son rire bruyant. Et ma main s'est raffermie. Quand le coup partit, je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement la vie d'El Chino qui s'éteignait, c'était aussi ce qu'il restait de mon innocence. Je n'étais plus un gamin qui essayait de nourrir sa famille. J'étais devenu un tueur, un homme du cercle intérieur. Cette nuit-là, en sortant de l'entrepôt, l'air froid me frappa au visage. J'avais franchi une ligne invisible. Et une fois qu'on l'a franchie, il n'y a plus de retour. À partir de l'exécution d'El Chino, ma place au sein du cartel changea. J'avais franchi l'épreuve ultime. Don Sébastien n'avait pas besoin de mots pour me le faire comprendre, un simple regard suffisait. J'étais désormais de ceux qui savaient, de ceux qui n'avaient plus de retour possible. Je n'étais plus un gamin qui courait sous la pluie avec des journaux trempés. J'étais un homme de son cercle intérieur. Très vite, il me confia mes propres opérations. Je dirigeais une petite équipe d'hommes qui me regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Certains étaient plus âgés que moi, d'autres plus jeunes, mais tous savaient que j'avais l'oreille de Don Sébastien. Dans ce monde, la proximité avec le chef vaut plus qu'une armée. Nous supervisons des livraisons de cargaisons entières, cocaïne, armes, argent. Les itinéraires étaient planifiés au millimètre, les codes changeaient chaque jour. Rien n'était laissé au hasard. Je comprenais alors ce que Don Sébastien voulait dire lorsqu'il parlait de stratégie. Le cartel n'était pas une bande de voyous armés, c'était une machine. Chaque pièce avait sa fonction. Chaque mouvement était pensé comme dans une partie d'échecs. El Théo lui représentait l'autre visage de cette organisation. Brutal, spectaculaire, fait pour attirer les caméras et effrayer les foules. Dans les journaux, il incarnait le monstre, le criminel absolu. Mais je savais désormais qu'il n'était qu'un soldat exceptionnel. Courageux, loyal, impitoyable, certes, mais toujours un soldat. Don Sébastien me le répéta un soir, alors que nous observions une carte pleine d'itinéraires. Les soldats gagnent des batailles, les stratèges gagnent des guerres. Cette phrase resta gravée en moi, et je voyais autour de moi ce que signifiait gagner une guerre, les millions qui circulaient, les villas discrètes, dans les quartiers riches, les voitures qui n'attiraient jamais l'attention, mais coûtaient plus que tout ce que j'aurais pu rêver enfant. J'avais accès à ce monde. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus un mendiant de l'existence, j'étais quelqu'un. Mais cette ascension avait un prix. Chaque jour, je m'enfonçais davantage dans la peur et la méfiance. Le luxe n'efface pas les ombres. Les fêtes somptueuses, les femmes, l'alcool, les tables couvertes de poudre et de billets. Tout cela brillait un instant, mais derrière chaque éclat se cachait la certitude que demain pouvait s'achever dans une flaque de sang. Don Sébastien m'apprenait à cultiver cette dualité. Le pouvoir, Miguel, n'est pas dans la violence. La violence n'est qu'un outil. Le vrai pouvoir, c'est de faire en sorte que les autres aient peur de la violence, même quand elle n'est pas nécessaire. J'ai compris alors pourquoi il restait invisible. Là où El Théo cherchait la gloire des gros titres, Sébastien cherchait l'ombre. Plus il était absent aux yeux du public, plus son pouvoir devenait absolu. J'appris à me taire, à sourire quand il fallait, à observer quand tout le monde parlait. Dans le silence, on entend beaucoup plus. À 20 ans, je n'étais plus un enfant des rues. J'étais un homme qui gérait des budgets de centaines de milliers de dollars, qui donnait des ordres à des tueurs aguerris qui pouvaient faire disparaître un ennemi d'un simple signe.
Mais au fond de moi, quelque chose s'était endurci, pétrifié. La faim avait disparu, mais elle avait laissé place à une autre douleur, celle de savoir que je n'étais plus libre. Car plus tu montes, plus la chute sera fatale. Et je savais que le jour viendrait où je devrais payer le prix de ce pouvoir volé. Mais en attendant, j'avais choisi d'avancer. Les échecs, une fois commencés, ne s'arrêtent pas. À mesure que les mois passaient, je découvrais la véritable vie à l'intérieur de l'organisation. De l'extérieur, les gens imaginent un monde de luxe et de pouvoir, des fêtes sans fin, des voitures rapides et des liasses de billets. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils ignorent le prix que cela exige, une discipline de fer et une peur permanente. Dans le cercle intérieur, la règle absolue était le silence. Loque seve acquis muer acquis, ce que tu vois ici meurt ici. C'était la première loi répétée à chaque nouvelle réunion. La seconde, la loyauté. Pas une loyauté abstraite, mais une loyauté qui se prouvait dans le sang. Celui qui trahissait une fois n'avait jamais droit à une seconde chance. J'ai vu de mes propres yeux ce que signifiait briser ces règles. Un jeune soldat, pris en flagrant délit de bavardage avec une fille, fut retrouvé quelques jours plus tard dans le coffre d'une voiture, les mains ligotées derrière le dos. Plus personne n'osa prononcer son prénom. Son silence forcé était devenu une leçon vivante pour nous tous. Pourtant, derrière la terreur, il y avait aussi l'illusion d'une famille. Nous partagions des repas interminables arrosés de tequila et de musique, où l'on riait fort, où l'on se serrait les épaules comme des frères. Mais chaque éclat de rire cachait une tension invisible. Car chacun savait que le frère d'aujourd'hui pouvait être le cadavre de demain. Je passais mes soirées avec ceux qui étaient devenus mes compagnons les plus proches, El Guerro, le stratège taciturne, Ratón toujours nerveux, mais fidèle, et surtout El Pecas, avec son humour maladroit, qui parvenait à détendre même les pires moments. Nous étions liés par le sang, mais pas seulement celui que nous partagions en combat. C'était le sang de ceux que nous avions fait couler ensemble. La richesse, elle arrivait par vagues. Un mois, nous recevions une enveloppe si lourde qu'elle faisait ployer nos poches. Le mois suivant, un silence inquiétant nous rappelait que tout pouvait disparaître. Avec l'argent venaient les voitures neuves, les montres importées, les femmes attirées par la promesse d'un pouvoir qu'elles croyaient éternel. Mais moi, je savais déjà qu'aucun de ces plaisirs n'avait de racines solides. Tout était fragile, éphémère. Puis vint la trahison. C'était inévitable. Dans chaque organisation où la peur règne, certains finissent par croire qu'ils peuvent mieux s'en sortir ailleurs. Ce fut El Chino, l'un des nôtres, qui vendit des informations au cartel de Sinaloa. Son geste coûta la vie à 5 de nos hommes, dont Pecas. Je n'oublierai jamais la sensation d'un trou béant en moi ce soir-là. Don Sébastien ne montra aucune colère apparente. Il se contenta de donner un ordre simple, « Trouvez-le et amenez-le-moi vivant ». Nous l'avons trouvé caché comme un rat à Rosarito. Cette fois, je ne fus pas seulement témoin, je participais à l'opération aux côtés d'El Teo. C'était la première fois que je voyais le chef de guerre en action brutale mais méthodique, capable de transformer la violence en stratégie. El Chino fut conduit dans un entrepôt. L'interrogatoire dura des heures. À chaque aveu, je sentais la glace se former dans mon cœur. Puis vint le moment où Don Sébastien me tendit son arme et me dit « Fais-le ». Ce soir-là, j'ai exécuté un homme de mes propres mains, et cette action fit de moi non seulement un membre du cartel, mais un meurtrier reconnu, accepté, légitimé. À partir de là, la frontière entre la vie et la mort devint floue. Le cartel nous offrait tout richesse, respect, puissance. Mais il exigeait en retour la certitude que nous étions prêts à tuer sans hésitation. Et c'est ainsi que la peur devint notre compagne la plus fidèle. On croit toujours que les cartels sont des monstres indépendants des hydres sauvages, luttant seuls contre l'État.
Mais ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu de mes propres yeux détruit cette illusion. La frontière entre le crime et le pouvoir n'existait pas. Elle n'a jamais existé. La première fissure dans mes certitudes apparut par hasard. J'étais chez Don Sébastien apportant un rapport sur les mouvements des Sinaloenses. Son téléphone sonna. D'ordinaire, lorsqu'il recevait un appel important, il me demandait de sortir. Cette fois, absorbé par mes notes, il oublia ma présence. Je l'entendis répondre avec calme. « Oui, commandant, je comprends. Pas d'opération dans cette zone avant que je vous prévienne. Les 2 Sinaloa ne bougeront pas avant la semaine prochaine. » Parfait. Comme toujours jeudi. Quand il raccrocha, il se retourna vers moi et continua à parler comme si de rien n'était. Mais je n'entendais plus ses mots. Dans ma tête, une vérité atroce prenait forme. Don Sébastien ne se contentait pas d'acheter des policiers. Il était un homme du gouvernement. À partir de ce jour, j'observais plus attentivement. Les indices s'alignaient comme les pièces d'un puzzle. Ses rendez-vous fixes le jeudi. Les informations précises sur les raids fédéraux. L'accès à du matériel militaire que même les cartels les plus puissants peinaient à obtenir. Tout devenait clair, nous ne survivions pas en échappant à l'État. Nous survivions parce que l'État nous protégeait, parce qu'un de ses propres hommes haut placés dirigeait tout depuis l'ombre. La confirmation arriva quelques semaines plus tard lors d'une opération à Ensenada. Les Sinaloenses avaient ouvert une nouvelle route maritime. Officiellement, la marina devait intervenir pour confisquer 5 tonnes de cocaïne. Officieusement, c'était Don Sébastien qui avait donné les coordonnées. Le mardi matin, la cargaison fut saisie. Les journaux saluèrent une grande victoire contre le narcotrafic. Mais à l'intérieur, nous savions que la moitié de la marchandise avait disparu avant même d'être enregistrée. 2,5 tonnes envolées absorbées par notre réseau. Ce soir-là, Don Sébastien m'expliqua la logique de ce système avec un sourire presque professoral. La guerre contre la drogue est un marché, Miguel. Comme tout marché, il doit produire des résultats pour justifier son budget. Les saisies spectaculaires font la une, mais le problème doit persister pour que l'argent continue de couler. Nous offrons les deux, la victoire visible et la continuité invisible. J'avais l'impression de voir la matrice d'un monde truqué. Rien n'était vrai. Ni les articles de presse, ni les discours officiels, ni même les fusillades dans la rue. Tout était orchestré pour que les deux camps gagnent les politiciens leur gloire médiatique, nous notre fortune. Cette révélation me glaça. J'avais cru travailler pour un cartel. En réalité, j'étais l'instrument d'un pouvoir double, une pieuvre, dont un tentacule portait l'uniforme officiel et l'autre la cagoule noire. Don Sébastien incarnait cette dualité. Il n'était pas un criminel infiltrant l'État. Il était l'État qui avait choisi de devenir criminel. À 20 ans, j'étais assis au milieu de cette toile d'araignée. Je croyais grimper dans la hiérarchie, mais je découvrais que je n'étais qu'un pion dans une partie qui dépassait de loin les guerres de rue. La véritable bataille ne se jouait pas entre cartels. Elle se jouait dans les bureaux climatisés, dans les couloirs du pouvoir, où des hommes comme Don Sébastien tiraient les ficelles d'un théâtre macabre. Et moi, simple gamin de la zona norte, j'étais devenu leur instrument le plus docile. Rien n'est éternel dans ce monde. Pas même les pactes invisibles qui semblaient sceller le pouvoir de Don Sébastien. Pendant un temps, je crus que rien ne pouvait l'ébranler, ni la police, ni l'armée, ni les autres cartels. Mais comme toujours, la fissure naquit de l'intérieur. El Teo, le visage public, commença à se lasser de son rôle. Il était l'ogre des journaux, le monstre que l'on accusait de chaque massacre. Ces hommes mouraient dans les rues sous les balles des Sinaloenses, tandis que Don Sébastien restait à l'abri dans ses bureaux feutrés, à jouer son jeu d'échecs. Peu à peu, une rancune sourde monta en lui. Il ne la formulait pas ouvertement, mais je voyais dans ses yeux l'étincelle d'une révolte. De mon côté, je continuais à gravir les échelons. J'avais désormais 10 hommes sous mes ordres, 3 quartiers, que je contrôlais un budget mensuel qui dépassait ce que j'aurais cru possible. Mais chaque promotion me rapprochait d'une vérité insoutenable. Plus je savais, plus j'étais en danger.
car dans le monde de Don Sébastien, la connaissance était une arme à double tranchant. Puis vint l'année 2006. La guerre avec le cartel de Sinaloa s'intensifiait. Les embuscades se multipliaient, les cadavres s'empilaient. Les ponts de Tijuana devinrent des théâtres macabres où l'on suspendait les traîtres leurs corps livrés en messages sanglants. Moi, j'étais chargé de la contre-intelligence d'identifier les taupes avant qu'elles ne frappent. Chaque nuit, je dormais d'un œil redoutant que le prochain nom dénoncé soit le mien. Le point de bascule survint quand je compris que Don Sébastien me voyait non seulement comme un atout, mais aussi comme une menace potentielle. Je savais trop. J'avais assisté à trop de réunions, entendu trop de conversations, noté trop de détails dans mes carnets secrets. Si je disparaissais, personne ne poserait de questions. Et pourtant, je continuais à obéir comme un prisonnier fasciné par sa propre cage. El Teo lui pressait pour plus de sang. Il voulait des représailles spectaculaires contre les Sinaloenses. Don Sébastien, plus prudent, prônait la patience, les infiltrations, les alliances invisibles. Les deux visions s'entrechoquaient. J'étais là, témoin muet, lorsque leur discussion prenait des allures de duel. La tension devenait palpable, et je savais qu'un jour, l'un des deux devrait tomber. Puis, il y eut cette nuit où tout bascula. Nous avions préparé une opération conjointe censée frapper un convoi ennemi. Mais au dernier moment, les informations changèrent. Une embuscade surgit contre nous comme si nos plans avaient été vendus. Je perdis 3 de mes hommes cette nuit-là. Et dans le chaos, un doute naquit en moi qui avait trahi. Était-ce un agent infiltré de Sinaloa ou Don Sébastien lui-même, orchestrant un sacrifice pour renforcer son contrôle? Je n'eus jamais la réponse. Mais je compris une chose essentielle dans ce monde, la chute n'arrive pas par la main de l'ennemi. Elle vient toujours de l'intérieur du cercle où l'on croit être en sécurité. À la fin de 2006, je n'étais plus un jeune homme en ascension. J'étais un survivant hanté par des visages perdus, par des promesses trahies. Je savais que mes jours étaient comptés, que tôt ou tard Don Sébastien se retournerait contre moi, ou que les balles d'El Teo viendraient en chercher réparation. La chute n'était pas un événement soudain. C'était une lente descente chaque jour plus sombre que le précédent. Et quand on vit dans l'ombre, la seule lumière qui reste est celle des souvenirs. Les miens étaient tachés de sang. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est ni pour me racheter, ni pour implorer la pitié. Rien ne peut effacer ce que j'ai fait. J'ai tué des hommes, j'ai contribué à des opérations qui ont détruit des familles, j'ai obéi à des ordres qui condamnaient des innocents. Je le sais, le sang ne s'efface pas avec les mots. Mais je parle parce que je ne veux pas emporter ce secret dans ma tombe, parce que quelqu'un doit savoir la vérité. Pendant des années, j'ai cru que j'étais libre, que j'avais choisi ce chemin. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu le choix. La misère m'a poussé, la faim m'a précipité, et Don Sébastien a tendu la main au moment où je n'avais plus rien à perdre. J'ai vendu mon âme pour un sourire de ma mère, pour un repas chaud pour ma sœur. Et peu à peu, je me suis convaincu que c'était justifié. Mais la justification ne dure jamais longtemps. À chaque balle tirée, à chaque cadavre abandonné, je sentais mon humanité s'effriter. On croit qu'on s'habitue à la mort, mais ce n'est pas vrai. Elle s'incruste dans tes rêves, elle colle à ta peau, elle murmure dans ton oreille quand tu crois être seul. Ce que j'ai compris, c'est que le véritable pouvoir n'est jamais là où on le croit. Les journaux parlent de figures comme El Teo, les grands monstres visibles. Mais ces hommes ne sont que des écrans de fumée, des marionnettes offertes au public pour qu'il ait un visage à haïr. Le vrai pouvoir se cache derrière les rideaux. Ce sont les fantômes, comme Don Sébastien, des hommes instruits, polis, parfois même respectés officiellement, qui tirent les ficelles. Et ceux-là, personne ne les juge. C'est cela qui me ronge le plus. Pas mes propres crimes. Je savais dans quoi je mettais les pieds. Mais la certitude que l'État lui-même, celui qui prétend combattre les cartels, s'en nourrit et les façonne. Quand j'ai entendu Don Sébastien dire à un commandant qu'aucune opération n'aurait lieu sans son aval,
j'ai compris que nous n'étions pas un cancer dans la société. Nous étions l'un de ses organes vitaux. Alors pourquoi parler maintenant? Parce que je suis fatigué de porter seul ce fardeau. Parce que chaque visage que j'ai effacé revient la nuit dans mes cauchemars. Parce que je veux que ceux qui écoutent comprennent qu'il n'y a pas de héros, pas de justice, pas de guerre contre la drogue. Il n'y a que des alliances invisibles des deals dans l'ombre et des gamins comme moi sacrifiés pour une cause qui n'existe pas. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi après ces mots. Peut-être qu'on me retrouvera, peut-être que je disparaîtrai comme tant d'autres. Mais au moins, j'aurai parlé. Et si je devais laisser une seule phrase, une seule vérité gravée dans la mémoire de ceux qui entendent mon histoire, ce serait celle-ci. Les vrais patrons ne se montrent jamais. Les vrais patrons sont toujours invisibles.